Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Ou bonsoir et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, et avec une équipe qui est un peu nouvelle et un peu pas en même temps. On ne sait pas si vous avez écouté le live du premier épisode de cette deuxième saison sur le sujet de la drague, où on a introduit un nouveau membre de ce podcast qui est représent ce soir. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent que en podcast et pas le live, vous le découvrez, c'est donc Tomelk. Bonsoir. Ou bonjour. Et du coup, moi, c'est Tomelk. J'ai participé au live Twitch et du coup, maintenant, je suis très content de passer à la radio. C'est mes parents qui vont être contents. Et non, en vrai, je suis un fan de podcast, j'en écoute depuis longtemps. Et ça fait bizarre d'être de l'autre côté du micro, mais c'est une belle aventure qui commence. Trop bien, je suis trop heureuse qu'on ait une nouvelle voix dans ce podcast. Et donc, on est aussi avec Aurore. Coucou. Et Xan. Salut. Et du coup, pour vous expliquer un peu, parce que vous êtes là, mais où est Lovela, du coup, dans l'histoire? N'existe-t-elle plus? Sniff, sniff. Si, elle va très bien. Mais du coup, on s'est dit là pour cette deuxième saison que du coup, on accueillait Tomelk dans notre équipe. Mais on va continuer avec des équipes de 4, comme ça a toujours été le cas. Donc voilà, mois après mois, épisode après épisode, live après live, on changera les équipes. Donc il y aura plein de compositions possibles et de dynamiques de groupe possibles. Donc voilà, c'était pour le côté contexte de début d'épisode pour les personnes qui sont là depuis un moment et puis les nouvelles. Alors, aujourd'hui, on va parler des fantasmes et de vivre ces fantasmes. Et je vous propose, si ça vous va, sans plus attendre, de répondre à la question que Lovela nous a posée pour introduire l'épisode, qui est si un partenaire, quel est un fantasme non sexuel qu'un partenaire, une partenaire pourrait pourrait y répondre, enfin qui nous plairait. C'est pas une question claire. Si quelqu'un a une meilleure formulation. Non. Quel est notre fantasme non sexuel dans un cadre un peu de couple, entre guillemets, on va dire. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a une réponse. Moi, j'en ai. Vas-y. Un lieu pour un rendez-vous romantique. Je sais pas, un lieu un peu insolite. On t'invite à un date romantique dans un lieu insolite, c'est ça ton fantasme non sexuel? Non, c'est pas le mien, mais si quelqu'un devait en avoir un, ça pourrait être ça. Mais on parle de nous, là. Oui, mais non, mais moi j'en ai pas. Je reviendrai tout à l'heure dessus, mais j'en ai pas. D'accord. On reviendra à la racine de ce problème tout à la fin de l'épisode. Est-ce que d'autres ont des fantasmes non sexuels? J'adore faire les bruits d'animaux, donc qu'on fasse des bruits d'animaux ensemble. Ah ben ça, les personnes toutes celles et ceux qui ont écouté la première saison peuvent en attester. Les bruits d'animaux et de japonaises qui ont des orgasmes. Non, pas de japonais. Non, japonais ça m'amuse moins, mais les cris d'animaux c'est un vrai plaisir. Ça. Mais en fait ça c'est quasi un kink, Aurore. Hein. Non, c'est pas. Soit ça me fait rire, ça fait. Disons, parce que j'avais déjà il y avait un type que j'aimais bien une fois et il s'était mis à faire le chien avec un ami à lui, tu sais, il se grognait dessus et j'adore. Moi aussi, j'ai envie de te grogner dessus. Est-ce que c'est le même mec dont tu as parlé dans le live qui te disait des trucs complètement absurdes? Ah non, non, pas du tout. C'est des années après. Ok, mais des personnes fantasques dans ta vie, c'est incroyable. Ah oui, ça m'amuse beaucoup, les gens. Mais là, la frontière entre sexuel et non sexuel, un peu floue. Hein. Oui, c'est. Moi aussi, je la trouve très fine. Mais bon. Finalement, qu'est-ce que la sexualité? J'ai un fantasme assez auto-centré, du coup. Hein. Ce serait que ma partenaire ou mon partenaire dans
un absolu abstrait, m'offre une lotion magique pour m'empêcher de perdre mes cheveux à tout jamais. Et, parce que c'est un truc c'est une angoisse de virilité qui me poursuit jusque dans mon sommeil et j'en rêve régulièrement. Du coup, voilà, ça me permettrait d'être sauvé de ce malheur. Cette angoisse. Il faut absolument que ce soit ton partenaire qui fasse ça, parce que ça pourrait être ta mère. C'est vrai que ça fait un peu... ça pourrait être ma mère, ouais. Ça pourrait être finalement n'importe quelle relation. Ça pourrait même être un inconnu. Ouais. Hein, ça pourrait être quelqu'un dans la rue ouais. qui est là, je te sauve de ta calvitie. Mais c'est peut-être ça le problème avec les angoisses et les fantasmes liés à la virilité, c'est que est-ce que c'est vraiment l'autre qui est en jeu ou c'est soi-même? J'entends. Bon, ça commence en débat philosophique. De mon côté, mon fantasme non sexuel, qui est aussi un peu un fantasme d'une des choses que je regrette de vivre en couple, puisque je vis seule actuellement et que c'est par ailleurs quelque chose que j'adore, enfin avec mes chats qui sont justement en train de m'embêter pendant cet épisode, c'est le petit déjeuner le matin, et mon plus gros fantasme, c'est qu'on me fasse le café le matin. Et d'ailleurs, en fait, ça marche avec un amoureux, une amoureuse, mais ça pourrait marcher avec n'importe qui avec qui je vivrais, en fait. C'est le fait qu'on me fasse le café le matin, même le petit déj, mais juste le café, c'est le truc qu'on pourrait faire pour que je me réveille, mais je me réveille à 5 heures sans problème si on me fait un café, quoi. J'ai vraiment une sorte de alerte café où le café, c'est la chose qui me donne le plus envie de me lever au monde. Et si on me fait un café, ben vraiment, je me réveille, quoi. Et moi qui ai beaucoup de mal à me lever le matin, qui suis addict au snooze de 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes pendant 1 heure, ce qui est absolument horrible, bah voilà, quelqu'un qui me fait un café le matin, ça changerait ma vie. Très bien. Mais avant qu'on lance l'épisode, on pourrait peut-être faire un petit rappel sur le live Twitch. Yes, parlons du live Twitch. Xan, si tu veux en parler. Bah ouais, parce que du coup, on se lance sur les live Twitch pour la saison 2. Donc pour continuer un petit peu ce qu'on dit pendant les épisodes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pendant les lives pour discuter du coup avec nous de l'épisode et un petit peu aussi de ce que vous voulez discuter. Et on annonce directement sur Instagram donc les dates et les horaires pour que vous puissiez nous rejoindre et nous écouter. Et les rediffusions pour l'instant sont sur YouTube et sur Twitch, et on va essayer de les mettre sur les autres plateformes. Yes, ouais, on est en train de se développer, donc voilà, c'est en cours. Donc oui, c'est tous les milieux de mois, c'est toujours la semaine après la sortie de l'épisode. Voilà, donc et oui, on vous informe et pendant la semaine ouvrée, quoi, genre du lundi soir au vendredi soir, et on vous informe sur Insta. Donc suivez-nous sur Insta, mais on le met aussi dès qu'on le sait sous le podcast. Le jour où vous écoutez ce podcast, c'est peut-être déjà indiqué en barre d'infos. Il y a une barre d'infos qui peut-être certains ne connaissent pas, mais où il y a plein d'informations dedans. Donc n'hésitez pas à checker si la date et l'horaire du live Twitch s'y trouve. Voilà. Du coup, c'est pour nous une manière de continuer la discussion avec vous, parce que vous avez toujours plein de choses à nous dire et d'avis et de réflexions en écoutant le podcast, et c'est bien l'objectif. Donc le live, c'est une manière de continuer les discussions avec vous. Voilà. Bah, on va peut-être commencer sur cet épisode maintenant. Pas de regret. Ok. Bon, bah du coup, je vais introduire le sujet de vivre ses fantasmes. J'ai souvent entendu la question, un peu quand on parle de fantasmes, qui est est-ce que les fantasmes sont-ils faits pour être vécus? Voilà, quelle est la différence entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on vit? Est-ce qu'il faut réaliser ces fantasmes? Et de mon côté, j'ai toujours eu énormément de fantasmes. J'ai toujours eu une très grande imagination qui, à partir de la puberté, est devenue en partie une très grande imagination sexuelle. Et vraiment, mais je joue des scénarios érotiques dans ma tête à peu près tous les jours, quoi. Enfin, c'est vraiment, je sais pas parmi les auditorices quelle est votre fréquence d'avoir et parmi vous, si vous voulez dire, des réflexions sexuelles et des scénarios sexuels dans vos têtes. Mais moi, c'est vraiment genre mon quotidien. Et depuis mon renouveau amoureux sexuel dont je ne fais que parler là, mon origin story là, mon histoire, voilà, de ce début de podcast,
En fait, j'ai la possibilité plus que jamais de vivre mes fantasmes parce que quand j'étais dans une relation exclusive, je pouvais en vivre certains, mais j'avais beaucoup de fantasmes de BDSM que mon partenaire passé voulait pas. Enfin voilà, c'était peut-être pas la bonne personne pour, ou et notamment aussi beaucoup de fantasmes de sexualité de groupe, de pluralité, ce qui voilà n'était pas dans le contrat de ce couple exclusif. Donc voilà, une fois que j'ai eu tout ce renouveau, je me suis dit allez, on peut tester plein de choses. Donc ouais, j'ai notamment plein de fantasmes de sexualité de groupe et j'en ai réalisé quelques-uns là pendant surtout l'année passée dans le cadre de mes expériences BDSM et libertines, et j'en parle notamment beaucoup dans l'épisode Une sexualité sulfureuse d'avril dernier. Donc la boucle est bouclée, vous pourrez aller l'écouter si c'est pas fait. Et mais depuis quelques mois, comme je vous l'ai aussi dit, je suis dans une phase un peu plus d'accalmie dans ma vie amoureuse et sexuelle. Et du coup, j'ai un peu reflété sur mes expériences passées, ce que je voulais en garder, voilà, comment je voulais évoluer à partir de maintenant. Et quelque chose qui m'importe beaucoup dans mon éthique personnelle, c'est que j'aspire à sortir de, enfin, à pas être trop dans une sexualité de consommation, quoi, dans vivre ses fantasmes. J'ai l'impression qu'il peut avoir un peu l'idée ou l'envie de du coup un peu se consommer l'un l'autre, juste se dire bon bah ok, je te choisis toi et tu me choisis moi parce qu'on a tous les deux envie de vivre sans fantasme, et du coup il y a un peu quelque chose de l'ordre d'être objet de désir, même si c'est par ailleurs voilà, de manière consentie et dans un consentement enthousiaste. Mais j'ai un peu des réflexions sur le fait que j'ai envie que l'autre soit une fin en soi et pas seulement un objet de désir, et peut-être de créer des liens, enfin quoi que ça veuille dire, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, mes désirs de pluralité, je les ai plutôt vécus avec des inconnus ou quasi inconnus, dont pour certains j'ai même pas su le nom, quoi. Et ce qui est par ailleurs pas grave, mais voilà. Et du coup, j'ai un peu une réflexion maintenant sur comment concilier mes fantasmes de pluralité avec joie et liberté, et en même temps, peut-être dans une réflexion un peu plus communautaire, moins consumériste, enfin voilà, en faisant les choses un petit peu différemment. Donc voilà, c'était mon point de départ, et j'y reviendrai dans ma rubrique, mais je voulais savoir, vous, comment ça vous parlait, ce sujet de fantasmes et de les vivre. Voilà. Et je me dis qu'on peut commencer directement avec Tomelk, le petit nouveau, Ben, on y tout va. de suite dans le bain. Bah vas-y. Rêve parti. Eh ben, on y va. Moi, j'ai pris la question, la problématique. J'ai voulu faire le bon élève vu que c'était ma première apparition dans le podcast. Donc, j'ai pris la problématique, j'ai réfléchi, j'ai lu un livre aussi. J'ai lu des livres, mais surtout un dont je voulais vous parler, donc qui est Désiré comme un homme, enquête sur les fantasmes et les masculinités, qui est un ouvrage de sociologie écrit par Florian Voros. Alors, je pense que ça dit Voros avec les deux petits trémas sur les deux E. Les deux hauts. Ce sera dans la fameuse barre d'infos. Ouais, ça sera dans la barre d'infos parce que je vous encourage vraiment à le lire. Là, je vais pas en faire un résumé très complet et parce qu'il parle aussi beaucoup d'homosexualité, et en fait, il parle de... Enfin, c'est un ouvrage qui est très centré sur la pornographie, la représentation du coup des fantasmes via la pornographie et le rapport d'hommes. Donc, c'est 35 hommes qu'il a interrogés, avec qui il a eu des entretiens, et leur rapport à la pornographie, leur consommation de pornographie et leur rapport au fantasme de manière un peu plus large. Et tout ça était en lien avec une réflexion que j'avais, parce que moi, je voulais élargir le sujet au-delà de l'échelle individuelle, de se dire, mais qu'est-ce que nos fantasmes en tant que société disent de nous, comment dire, quelles sont les grandes tendances en termes de fantasmes? Est-ce qu'il y a des choses des schémas qui se retrouvent un petit peu dans beaucoup de têtes d'hommes et de femmes, mais là en l'occurrence plutôt d'hommes. Et c'était, dès la première ligne de l'intro, j'ai été happé par le bouquin parce que c'était donc il cite
un adage en fait qui est assez connu, qui est de dire que si quelque chose existe, il en existe également une version pornographique. Il n'y a pas d'exception. Et ça, ça, c'est un truc que tout que existe. c'est les règles d'Internet. Oh oui. Et en fait, c'est en lien avec une des thèses de l'ethnopsychiatrie qui dit que, en fait, à chaque fantasme sexuel correspond un trait culturel et inversement, à chaque trait culturel correspond un fantasme sexuel. Bon, c'est un peu la même chose, mais dit différemment et de manière un petit peu plus scientifique. Mais du coup, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin et il y a surtout 2 chapitres qui m'ont intéressé, dont un qui mettait en lumière la prédominance de schémas de domination masculine dans les fantasmes des hommes, qui étaient souvent cités par les hommes avec lesquels il a eu des entretiens, et d'une sorte de sexualisation, de fantasmes sur des traits, des traits ethniques ou culturels, mais surtout ethniques. Donc, et donc la place, ce qui interroge la place du racisme en fait dans certains fantasmes sexuels. Alors l'idée c'est surtout pas de king shamer les gens, de pas les culpabiliser en disant tu as de mauvais fantasmes. C'est vraiment pas l'idée. Mais de s'interroger sur ce que nos fantasmes disent de la manière dont on grandit, dont on crée un rapport aux autres, et de faire le lien, mais c'est hyper subtil, entre cette activité intérieure qui peut être super intense et en fait les relations qu'on peut créer aux autres. Et voilà, du coup, on en est là. Et l'idée, c'était de se dire que quand on passait du fantasme à la réalité, forcément, dans la réalisation de notre fantasme, on ouvre en fait ce fantasme à l'autre, on le partage, et ça interroge sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et c'est ce que tu disais en intro, Lélina, considérer l'autre comme une fin en soi, comme un être qui a des désirs, qui a des émotions, et ne pas instrumentaliser ou fétichiser l'autre sans qu'il soit d'accord, en tout cas, pour être cet instrument, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la conclusion en fait du bouquin qui reprenait, qui en fait est assez positive, qui porte beaucoup d'espoir, en disant que la pornographie finalement et l'autosexualité au sens large pouvait être en fait un terrain d'expérimentation pour essayer en fait non pas de bien penser et d'avoir les bons fantasmes, mais de s'autoriser à avoir des fantasmes sur des choses qui ne sont pas forcément naturelles pour nous, essayer d'explorer et peut-être de sortir des schémas prédéfinis pour aller s'ouvrir à d'autres sexualités avant peut-être de la mettre en pratique de manière bienveillante ou respectueuse en tout cas des autres. Ça me fait penser à 2 trucs, tout ce que tu dis. La première, c'est que dans mon utilisation de la pornographie, moi j'ai fait souvent dans l'autre sens, et ça me rassurait beaucoup d'avoir des fantasmes et des scénarios érotiques, et après de me dire est-ce qu'ils existent dans la pornographie, et d'en voir la réalisation, quoi. Parce qu'il y avait quelque chose de me dire évidemment je suis pas la seule à avoir un tel fantasme, et que je trouvais ça cool de voir la réalisation d'un fantasme plutôt que l'inverse, regarder du porno et ça crée un fantasme et après ça se met dans ma tête, même si par ailleurs toute notre culture crée des fantasmes qui peuvent être assez homogènes, qu'on regarde ou qu'on regarde pas de porno, quoi. C'est pas la seule source qui a une influence sur nos fantasmes, quoi. Et après je vais en tant que personne qui est dans le BDSM prêcher pour ma paroisse, mais ça va pas du tout contre ce que tu as dit. Mais un des arguments dans le BDSM, parce que c'est vrai le BDSM c'est beaucoup des jeux de pouvoir, et que moi personnellement, à la base de mon aventure de BDSM, j'avais très envie d'être soumise, donc finalement un rôle qui est le rôle genré de base, quoi.
Mais du coup, ce que les gens disent avec le BDSM et que tu dis aussi un peu, c'est que c'est un cadre safe pour jouer à quelque chose qui normalement n'est pas joué dans la vraie vie, quoi. Enfin, c'est que du coup, on peut redécider de code et reconsentir et jouer à quelque chose qui potentiellement est par ailleurs une violence dans notre vie de tous les jours. Et moi, franchement, il y a le truc de vivre ces fantasmes et accepter que je les avais et y répondre, ça m'a tellement libérée. Et même, en tout cas, de mon expérience, c'est ça qui m'a donné envie de les dépasser, quoi. C'est genre me dire, ah, j'ai vraiment le droit, sans culpabilité, de vivre mes fantasmes, quels qu'ils soient, dans la limite d'être entre adultes consentants, quoi. Du coup, je me suis dit, ah, mais si je peux vivre cela, peut-être que j'en ai d'autres, et après, peut-être qu'on peut les réinventer, et peut-être qu'on peut réfléchir aussi à d'autres scénarios érotiques que ceux qui sont les plus évidents, qu'on a un peu tous en tête, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal des fois entre se dire oui, là t'es juste en train de répéter des schémas de domination-soumission, et en même temps le faire de manière vraiment enthousiaste dans un jeu et tout, ça peut avoir quelque chose, je trouve, de très libérateur. Et voilà, même si c'est pas une propagande pour le BDSM, c'est pas une solution pour tous par ailleurs. Et au-delà de ça, dans son bouquin, donc Florian Véros, lui, j'aime bien l'approche qu'il a du BDSM, parce qu'en fait, ces enquêtés, souvent, sont des hommes qui vont marginaliser le BDSM et dire non, ça c'est pas, moi je fantasme pas là-dessus. En fait, c'est un truc, ça reste encore un peu bizarre et on n'y touche pas. Et en fait, ce que lui dit, c'est que cette marginalisation du BDSM, elle sert à normaliser la bonne domination masculine, celle qui est normale, quoi. Et celle qu'on remet pas trop en cause, en fait, avec un schéma normal de couple ou de relation un peu basique qu'on peut voir dans un porno entre un homme et une femme plutôt soumise et un homme. Petite levrette, voilà quoi. Avec tranquille. un homme bien viril, mais Oui. pas. Et en fait, finalement, le BDSM qui ouvre d'autres choses et qui est souvent, qui peut être aussi le lieu de démonstration de d'autres types de masculinité ou d'hommes qui ont des relations aussi avec des hommes ou avec des femmes qui ne répondent pas aux stéréotypes de genre féminin. Et ça les mettait un peu mal à l'aise dans, en tout cas, ces enquêtés. Oui, je trouve qu'il y a une petite hypocrisie à se dire que un peu le sexe par défaut est quelque chose qui a vraiment de manière inhérente un enjeu de pouvoir, quoi, avec juste même le mec qui initie, voilà comment le scénario sexuel se passe et tout. Il y a vraiment dans l'échange de pouvoir un pouvoir de ce côté-là, quoi. Mais que si on y joue et qu'on y joue vraiment et qu'on dit les mots, là c'est trop, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose auquel j'ai fait face aussi. Alors que finalement, c'est ça, dire les mots, c'est aussi un peu en enlever la substance. Enfin, c'est se les réapproprier. C'est comme le truc de parler en tant que personne concernée et dire des choses qui a été offensantes. Il y a aussi où quelque chose, ça perd son pouvoir quand on le nomme et qu'on en joue, quoi. Enfin, en tout cas, ça se transforme, quoi. Et de même sur les rapports de race, entre guillemets, en tout cas ethniques, et la sexualisation des femmes noires, des femmes arabes ou même parfois des hommes arabes qui sont vus comme virils, sauvages, avec un sexe spécial, on en avait parlé. Exactement. Oui. Et qui sont ramenés en fait à cette caractéristique-là et du coup qui ne sont plus vus que comme ça. C'est aussi le même paradoxe, quoi. On se dit mais non, mais quelqu'un qui aime les femmes noires ou les femmes arabes, il peut pas être raciste puisqu'il les aime. Mais en fait, c'est l'essentialisation qui est en jeu, qui peut devenir problématique. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'une personne est problématique parce qu'elle aime parce qu'il aime les femmes ou les hommes blonds ou avec telle couleur de peau ou autre. Il y a aussi un enjeu de préférence, mais quand c'est pour cette caractéristique-là que la personne est attirée par une autre personne et que
ensuite, on s'en arrête là et c'est un objet. Là, ça peut devenir malsain. Et là-dessus, je peux juste renvoyer à un podcast que j'avais trouvé assez intéressant. C'était un épisode de Kif Taras, un podcast de Rokhaya Diallo et de Grace Lee. Donc, c'était le 3e épisode qui s'appelait La panthère, la geisha et la gazelle. Et qui parlait justement, donc ces 3 femmes qui parlaient de ces problèmes de d'essentialisation qu'elles ont pu vivre au cours de leur vie de la part d'hommes qui les ramenaient à leurs caractéristiques ethniques dans le cadre de rapports de séduction et du coup de fantasmes. Est-ce que il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose, ou toi, Tomel, est-ce que tu as des choses encore à dire sur le sujet? Non, c'était juste lancer ça et voir s'il y avait des réactions. Enfin. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout un enjeu que j'ai vécu ou que je vis moi-même avec ce qui m'intéresse dans la sexualité, donc je suis un peu, ça me semble étranger enfin pas étranger en fait, parce que je vois très bien, je vois, c'est un truc dans la culture que tu peux voir dans les films, dans les mais je suis un peu enfin, je sais pas, ça me, enfin c'est pas que ça me parle pas, mais c'est que c'est pas un truc que j'ai ressenti dans ma chair, ce problème-là. Donc, mais donc ouais, c'est pour ça que je suis pas volubile sur le sujet, je pense. Et on en avait parlé aussi dans une sexualité sulfureuse aussi, de jusqu'où, et ça rejoint ce sujet en mode le fait de jouer à être des animaux, le fait de jouer à être des enfants. Il y a aussi toute une question de jusqu'à où on peut aller dans son jeu, et voilà aussi des mauvaises, enfin des conceptions entre la problématique de base et après le jeu de l'autre côté, quoi. Enfin bon, en tout cas c'est une critique qu'on fait souvent au BDSM, que d'être en mode il faudrait pas vivre où il y a certains fantasmes, ok, mais il y en a d'autres, faudrait pas les vivre, quoi. C'est un peu l'enjeu, quoi. Moi, j'ai un avis bien tranché là-dessus. Pour moi, il y a pas de limite tant que c'est consenti, que ça dépasse pas le cadre du légal. Ouais, parce qu'il y a un côté, ça peut vraiment être un moment de lâcher prise complet, et je suis un peu, est-ce qu'on pourrait pas arrêter, on se fait chier soi-même tout le temps, est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où on peut se laisser un peu aller, même à faire des trucs qui semblent bizarres ou qui sont un truc de lâcher prise, quoi. Évidemment, dans les mais bon, ouais, c'est ça. Arrêtons de nous faire chier, branlons-nous sur ce qui nous plaît, voilà. Après, je trouve que c'est intéressant que tout coexiste, quoi, que de savoir d'où viennent nos fantasmes et comment ils sont construits. Bah, du coup, ce qu'on dit, c'est que, ce que je dis en tout cas, c'est que ça peut coexister avec le fait de vivre certains de ces fantasmes, même si c'est les mêmes, même si leur base culturelle est telle, mais dans un cadre qui est consenti, enthousiaste, cool, où ça a été discuté avant, où c'est dans un cadre de jeu, plein de choses qui sont un peu promues dans ce podcast. Même si avoir toutes ces réflexions, je pense que ça peut être intéressant pour celles et ceux d'entre nous qui ont des fantasmes de base assez classiques dans notre culture, comme la soumission, domination, voilà et tout. C'est que c'est cool aussi, une fois, en ayant vécu ça ou pas, de réfléchir à d'autres. Ça, c'est une amie, c'est son grand cheval de bataille, de réfléchir à d'autres scénarios érotiques, quoi. Que potentiellement, il y a quelque chose de chouette aussi dans le fait de les réinventer, quoi. Pas de problème à aller vivre dans le cadre qu'on a dit, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres trucs auxquels on pense pas tout de suite parce que ça vient pas connecter nos petits tout notre inconscient culturel, et que c'est pas ce qui du coup s'amène à nous le plus rapidement, mais qui sont trop chouettes à explorer, quoi. Mais moi, c'est pour le coup ce que j'ai aussi trouvé dans le BDSM, qu'en fait je commençais par expérimenter des trucs très convenus, et en fait tout de suite ça le dépassait, parce qu'après on rencontre l'autre, donc on rencontre aussi ses envies, et du coup on est toujours, on peut avoir cette expérimentation où en fait très vite on sort du cadre, quoi, ou voilà, d'un cadre très classique, qu'on pourrait s'imaginer quand on voit
des trucs nuls, genre 50 Shades of Grey, quoi. Pareil, du coup, côté dominant, tu t'adaptes à ton ou ta partenaire et à ses envies, surtout pour quelqu'un qui débute, à ses envies de découverte. Donc, ça en vient plus à réaliser les fantasmes de l'autre que de participer au tien un petit peu. Mais c'est plus ça, c'est ce gros côté d'écoute dans le côté BDSM. Ça, on y revient, on en a déjà aussi parlé, mais c'est qu'il y a aussi quelque chose de très paradoxal dans qui domine, entre guillemets, dans cet échange de pouvoir. Parce qu'en fait, la personne qui est là, j'aimerais que tu assouvisses ce fantasme, j'aurais potentiellement en position d'être dominée. En fait, c'est cette personne-là qui lead le truc, puisqu'en fait, c'est un peu le truc qui est à l'inverse de avoir une sexualité pas réfléchie qui potentiellement peut avoir une part de violence inhérente, mais où rien n'est réfléchi, à discuter, et du coup, on en est à là. À l'inverse, quand on fait un truc, on peut avoir les mêmes rôles, mais dominant, mais en ayant eu un contrat ou en ayant discuté, en ayant dit, moi, mes envies, c'est ça et tout. En fait, la personne dominante passe sa vie à être à l'écoute de qu'est-ce qui plaît, jusqu'à où je peux aller pour que ça fasse du bien. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc de être au service de la personne qui en fait est dominée, qui est très marrant à vivre et que je pense on voit pas forcément quand on est de l'extérieur, quoi. On se dit juste ils font que rejouer des trucs patriarcaux. Non, mais c'est ça. Ou Moi, je pense complètement embarré ou quoi. Enfin. Je pense que l'idée que je voulais mettre en avant, c'était que il y avait le fantasme, et là, on a le droit de fantasmer sur n'importe quoi et de se faire du bien, et ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on passe à la réalisation, on a quand même, je sais pas, c'est mieux de penser à l'autre, à ses envies, à ses désirs et à son bien-être, et à faire en sorte que les deux soient alignés. Et j'ai l'impression que dans le BDSM, moi je suis un peu étranger à tout ça, mais qu'il y a quand même cette écoute et cette prise en compte de l'autre vraiment, et qui n'est pas un objet qui peut être fétichisé dans un sens, mais c'est conscient et c'est réfléchi ensemble, et c'est vraiment une relation qui se crée. Et moi, ce à quoi je voudrais faire attention, c'est plutôt justement aux formes de sexe non ou de fantasmes non conscientisés qui mènent à des instrumentalisations d'autres personnes et à traiter d'autres personnes comme des objets, quoi. Et c'est vraiment ça pour moi l'enjeu. Et du coup, on a tous intérêt, je pense, à réfléchir à tout ça et peut-être à expérimenter aussi. Ça, c'est clair, mais justement en conscientisant les choses, quoi. Carrément. Je trouve que tu dis quelque chose de très important dans le fait que, en fait, le fantasme et sa réalisation, c'est jamais la même chose. Et déjà, il y a un truc, on amène au moins une autre personne, voire plus. Donc, en fait, c'est déjà le croisement d'envie entre deux personnes, quoi. Et il y a quelque chose où, évidemment, dans sa tête, on peut tout s'imaginer, mais on peut aussi, comme le hentai existe, on peut s'imaginer être avec des pieuvres à 50 bras. Enfin, je veux dire, il y a aucune limite. On peut faire des choses qui sont pas possibles de manière, la gravité ne le permet pas et tout. Et c'est marrant, dans sa tête, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais il y a un truc dans la réalisation qui déjà est pas la même chose et qui est beaucoup plus chouette si ça a été discuté avec l'autre en amont. Et c'est vrai que ça, c'est une règle, on en a déjà parlé dans le BDSM, qui est chouette. Voilà, d'en discuter en amont, d'en discuter après, d'avoir un code pendant pour s'assurer que l'autre va bien. Enfin voilà, que des choses qui pourraient être le cas tout le temps. Mais qui demandent un peu de rigueur, c'est vrai. Si vous voulez, on peut passer à la prochaine rubrique. Donc Aurore, c'est à toi. Le message de Santé publique France. Ouais, alors moi, je sais pas, est-ce qu'on peut faire un générique rêve party, mais raté, parce que mes rêves, elles me plaisent pas du tout. Je crois qu'en plus, c'est moi qui avais mis les fantasmes en suggestion de sujet et on s'est arrêté dessus. Et en fait, j'étais merde, qu'est-ce que je vais raconter sur les fantasmes ? Donc, comme d'habitude, je me suis dit, qu'est-ce que je peux lire sur les fantasmes qui va peut-être me faire réfléchir ou je vais trouver intéressant. Et donc, les deux livres que j'ai trouvés, c'était le livre des fantasmes de Brett Carr et les fantasmes, l'érotisme et la sexualité de Claude Crépeau. Et tous les deux, je pense qu'ils ont une approche, donc c'est plutôt des thérapeutes avec une obédience plutôt psychanalytique. Et franchement, moi, j'avais un peu les boules en lisant leurs trucs. J'étais,
j'ai l'impression qu'en fait, ils parlaient des fantasmes et que leur fantasme à eux, c'était d'écrire un livre sur sur les fantasmes de C'est un leurs patients et de métafantasme. sortir un métafantasme. Et ouais, je sais pas, moi lire. En fait, je sais pas, ça me rendait un peu triste de. Enfin, j'avoue, je les ai pas lus en entier. J'ai vite arrêté parce que ça me faisait spiraler. Ça me mettait pas, ça me mettait pas de bonne humeur. Donc je me suis dit, je vais pas me forcer à lire un truc qui devrait être sympa. Mais qui vont me foutre les boules. Mais non, ils parlaient de leurs patients qui peuvent avoir. Bon, ce que je trouvais quand même sympa, c'est alors je sais plus lequel des deux fait ça, mais il y en a un qui fait la différence entre les fantasmes admis qu'on raconte très facilement en société, du genre cet acteur, par exemple, enfin voilà, moi par exemple à chaque fois on me plaisante avec François Civil, mais en réalité je n'ai jamais fantasmé sur François Civil. En fait, après, je ne pense jamais à François Civil. Il y a dire, et c'est comme Brad Pitt, comme Tom Cruise. Il y a dire, c'est ça, c'est des fantasmes. Et puis il y a dire ça, genre je fantasme sur un acteur, t'es là en mode ok, juste personnalité publique et tout. Tu dis pas je fantasme qui me pisse dessus, tu vois. Oui. Mais voilà, c'est ça justement, c'est les fantasmes de fantasmes de comptoir qu'on admet facilement, mais les vrais trucs qui nous foutent un peu la larme à l'œil, d'émotions, on les raconte pas. Bah oui, je trouve ça assez vrai. Enfin, je trouvais ça assez vrai, mais c'est juste que c'était plutôt le côté, ils étalent tous les fantasmes un peu étranges ou un peu, moi, je sais pas, triste des patients. Ça me, je sais pas, ça me rend un peu triste. Comme en fait, j'ai fermé le livre à ce moment-là quand il a parlé d'un mec qui devait absolument penser au nombre 7 pour pouvoir jouir. Et j'étais, non, non, je ne veux pas, je veux pas. Enfin, si ça marche. Je sais pas, ça m'a Ça, je m'y attendais pas. Le fantasme. Bah non, oui, c'est numéro ça, six, c'est ça. Bah, je sais pas, oui, un 7, blocage c'est le sur chiffre parfait en plus, 7. donc c'est la perfection. Mais oui. Le 7, c'est la perfection. Ouais, 7, c'est vraiment, tu sais, c'est les 7 merveilles du monde. Enfin, c'est vraiment le chiffre de la perfection, quoi. Donc, moi, je comprends que en atteignant le climax, on pense la tour de Pise. Donc, en fait, il compte jusqu'à 6, le temps qu'il veut tenir, et après, il passe à 7 dès qu'il veut finir. Du coup, il fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Oh, l'image terrible. Je trouve que un problème que j'ai souvent eu en écoutant les gens parler de leurs fantasmes ou même dans la manière dont elles le vivent, c'est que, et j'en parlais aussi dans une sexualité sulfureuse, c'est que souvent quand on parle des choses, ça les rend marginales d'un côté, ça les rend sensationnelles et ça les rend marginales, où il y a des choses genre quand on les vit très bien, c'est très cool qu'on en parle à des personnes enthousiastes et concernées. Mais si on en parle comme ça en plus à un auditoire, dans un podcast ou qu'on le raconte dans un livre et tout, on est un peu là en mode ouais, t'as vu. Enfin, ça redonne quasi quelque chose de glauque. Enfin, je pense que ça retouche à notre vision de la sexualité, à notre honte via la sexualité, où je trouve que je sais pas, souvent les choses sont plus glauques quand elles sont dites que quand elles sont vécues, en tout cas en partie, quoi. En tout cas, c'est mon expérience, quoi. Des fois, j'entends, mais je pense que je l'avais déjà dit, mais j'entends parler d'autres gens de choses que j'ai moi-même vécues, et en les entendant parler, je suis là, oula, c'est si étranger et si bizarre, alors que le fait de le vivre, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, ouais. En tout cas, je peux comprendre le fait de se sentir un peu étranger, et surtout s'ils choisissent un panel exprès des fantasmes les plus bizarres ou les plus dérangeants ou les plus je sais pas quoi de leurs patients, quoi. Et en fait, tout ça, ça me renvoyait aussi au fait que ce sujet m'avait fait aussi penser à une vidéo que j'avais vue il y a un petit moment déjà. C'était un podcast qui s'appelle Sexe Oral. Il y a des invités qu'elles font. Donc, c'est deux Québécoises qui font venir de temps en temps des invités. Et là, il y avait un sexologue qui était venu, un psy spécialisé en sexologie, et il parlait des paraphilies. Les paraphilies, je ne sais pas si je vous mets une petite définition, mais c'est une pratique. Une paraphilie est une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux, ou le fait d'éprouver une attirance sexuelle considérée comme anormale.
Alors, elle se distingue du trouble paraphilique et n'est donc pas considérée comme un trouble mental. Les pratiques que la loi proscrit sont classées comme des délits ou des crimes sexuels dans différents pays. Alors les exemples de paraphilie, il y a exhibitionnisme, fétichisme sexuel, frotteurisme, pédophilie, masochisme sexuel, sadisme, travestissement, voyeurisme, bref. Il parlait de ça. Et donc le sujet de ces podcasts, c'était vraiment sur ça. Mais il parlait quand même aussi des fantasmes en général et après de ces... les limites un peu ténues entre le normal et le pathologique. C'est intéressant. Et surtout que ça a beaucoup changé au travers du temps, quoi. Il y a plein de choses qui ont été vues comme pathologiques, même très récemment en France ou dans d'autres pays d'Europe, ou même des fétichismes, même plein de choses qui sont dans le BDSM étaient vues comme pathologiques et étaient des pathologies psychiatriques jusque, je pense, dans les années 90-2000 dans pas mal de pays européens. Je vous donnerai des sources. Et maintenant, ça en est complètement sorti dans la psychiatrie, ce qui ne veut pas dire que des gens n'ont pas encore une vision qui peut s'en rapprocher. Parce que j'ai remarqué que quand on parle d'un sujet qu'on connaît pas très bien, on en a souvent une image de genre il y a 20 ans. C'est comme si la population générale pas concernée ou qui réfléchit à un sujet a toujours en mode on se dit c'était comment il y a 20 ans et c'est ça les idées qu'on en a. Et du coup sur le BDSM j'ai l'impression que des fois il y a des gens qui se disent encore ah mais il y a quelque chose de pathologique là-dedans quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la distinction avec des troubles que tu dis, la paraphilique, et les choses qui sont des délits, des crimes, parce que c'est impossible que ce soit entre adultes consentants, genre la pédophilie ou la zoophilie. C'est pas possible de le vivre de manière consentante entre adultes enthousiastes, qui pour moi marque quand même une ligne. Voilà. Oui, et puis après il y a aussi la notion de souffrance qui est assez importante pour les personnes qui peuvent subir les pratiques et tout aussi bien les personnes qui sont qui ont besoin de ça. Souvent il y a quand même en fait ça sort. Je sais pas à quel point ça sort du sujet, mais il explique aussi. C'était assez intéressant. Il parlait des gens qui ont des paraphilies et qui vont vraiment passer à l'acte. Et pour lui, il avait donc lu dans son expérience, c'est que les gens qui passent à l'acte, c'est plutôt des gens qui ont du mal à s'inhiber. Il y avait vraiment un lien pour lui avec l'intelligence et l'empathie, la capacité à se projeter dans ce que l'autre peut ressentir ou pas. Donc c'est pareil, la pédophilie, tu peux avoir des gens qui sont pédophiles mais qui ne vont pas passer à l'acte parce que ils se rendent bien compte que c'est pas à se mettre à la place de ce que l'enfant peut, que c'est pas adapté, et donc ça peut être très très souffrant et très difficile pour ces gens-là de vivre ça. Et tu peux avoir des agresseurs sexuels qui ne vont jamais passer à l'action, des agresseurs sexuels qui ne sont pas du tout pédophiles et qui, c'est très compliqué tout ça, mais bon. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant quand on parle de fantasmes, même si on pourra pas en dire beaucoup plus, mais qui est que les fantasmes ont aussi une limite, et quelle en est la limite, à quel moment aussi c'est quelque chose qui est pas possible à transformer, ou j'en sais rien. C'est potentiellement des enjeux de nos fantasmes, qu'il y a plein de choses qui peuvent être sublimées, transformées et tout, mais potentiellement il y en a certaines, c'est vraiment pas possible, quoi. Mais en soi, on peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose. De toute manière, il y a un truc dans ce qui se passe dans nos cerveaux, c'est pas quelque chose qui est. On peut pas blâmer les gens parce que quelque chose est dans leur tête, quoi. Oui, voilà, dans leur tête. Mais c'est vrai que ce discours-là, il est quand même important, je trouve, dans le sens où justement, il faudrait que les personnes qui ont ce genre de fantasme et qui en souffrent parce qu'elles ont bien conscience que c'est problématique et que ça pourrait faire souffrir des gens et ça pourrait les rendre agresseurs, qu'elles puissent en parler et être suivies et avoir un accompagnement adapté. Entendu. Mais pour ça, il faut qu'elles puissent en parler. Ah oui, c'est très compliqué. Et puis, mais je me souviens, j'avais pas du tout pensé à parler de ça pour l'épisode, mais je me souviens d'un truc que j'avais écouté il y a vraiment longtemps, mais c'était sur Arte. C'était donc il y a une association en fait qui essaye
de permettre aux gens qui ont ce genre d'idées de venir en parler avant et donc de faire vraiment de la prévention sur ça. Et il y avait un homme qui parlait de son témoignage d'un père en fait qui disait qu'il avait des trucs qui venaient à lui et qu'il était profondément dérangé par ça et donc il avait tu te sens, je pense que tu dois être vraiment extrêmement malheureux et perturbé quand tu sens que ça, il avait un peu réussi à s'en sortir grâce à cette association. Il faudrait que je retrouve cet épisode, mais bon mais on sort complètement de ce que je Oui, non, mais au départ, si on retrouve oui, on peut finir là-dessus parce qu'en plus on n'est pas concerné, mais si on retrouve l'association, ça peut être intéressant. On sait pas qui on touche avec le podcast, D'accord. d'être là, tout peut être écouté et accompagné, quoi. Enfin, dans tous les cas, voilà, vous pouvez être écouté et vous n'avez pas besoin d'être seul, quoi. Bon, voilà. Sur ce, tu peux, Aurore, finir peut-être ta rubrique. Oui, le truc que je voulais reprendre de ce médecin qui intervient dans ce podcast disait que je trouvais intéressant. Donc, en fait, il parlait des paraphilies, mais je pense que ça peut aussi être intéressant pour savoir à quel point, un fantasme est important pour soi ou pas. C'était qu'il y avait une espèce de pas de grille, mais de comment jauger à quel point un fantasme est à quel point tu vas passer à l'acte ou à quel point c'est important pour toi dans ton imaginaire sexuel. C'est à quel point t'y penses. Est-ce que c'est très récurrent de penser à ça? Est-ce que tu as beaucoup d'autres fantasmes à part celui-là? Et à quel point ce fantasme-là t'excite par rapport à d'autres? On fera un test. Ça intéressant. Bah oui, c'est un petit test sympa. Dois-je faire un plan à 3 en 3 étapes? À quelle fréquence y penses-tu? Tous les soirs? Bah ouais, donc je trouvais ça intéressant. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est tout? En fait, ouais, j'avais des points éparpillés. Des points éparpillés pour cette rubrique. Bon, je pense qu'on a bien digressé sur cette rubrique. Je vous propose qu'on continue, à moins que quelqu'un veuille encore parler. Dans ce cas, je veux bien. Vas-y. Attends, je veux bien faire un aparté parce que je trouve ça assez fou. Il y a d'autres paraphilies non spécifiées, incluant la scatologie téléphonique, et il faut absolument que je regarde ce que c'est. La scatologie téléphonique. Pas sûr que t'as envie de savoir ce que c'est. Comment? Quoi? Alors, un appel téléphonique obscène est un appel au téléphone non sollicité durant lequel un individu éprouve un plaisir sexuel en utilisant un langage sexuel ou pervers envers un autre individu inconnu. Ce type d'appel téléphonique obscène pour le plaisir sexuel est connu sous le nom de scatologie téléphonique. Ah oui, et d'accord. considéré comme une forme Ah mais ok, mais ça n'a rien C'est à voir avec avec la la scatologie. Mais oui, pourquoi scato? Bah oui, parce que moi j'ai est-ce qu'il faut faire, parce que tu peux faire les deux, tu peux être au téléphone et faire caca en même temps et avoir un blabla sexuel avec l'autre en mode ouais là je suis en train de chier, tu t'imagines? Bon voilà, je vous laisse imaginer la suite ou pas. Pas imaginer, non. Écoutez, tout est possible. Bon voilà, ça me voilà. Très bien. Je pense qu'on a appris quelque chose. C'est important. Bon, je vous propose de passer à ma partie. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Qui est sur le monde sexpo. J'ai déjà pu l'introduire un peu, mais je me suis réintéressée de nouveau au monde sexpo que je connais depuis 2 ans grâce, on en a parlé plein de fois, mais aux Pillow Talks qui sont des vidéos super sur la sexualité d'Esther. Voilà, qu'on remettra en note. Et le premier épisode de cette série d'épisodes autour de la sexualité et des relations amoureuses concerne le mouvement sexe positif. Et avec mes envies de pluralité, mais de les vivre un peu différemment, de vivre mes fantasmes différemment et tout, je me suis intéressée à ce monde qui m'intéresse bien, qui est en fait du coup qui naît dans le mouvement sexe positif à la base féministe des années 80 où les femmes étaient là, on peut se réapproprier notre sexualité, notre corps, enfin voilà, la sexualité peut être un moyen de s'émanciper, de s'empouvoirer, d'avoir de la joie, etc. Et dans les années 90, il y a le mouvement sexe positif qui s'est créé à New York, comme tout. Et du coup, le mouvement sexe positif, j'en avais une bonne. C'est une pensée politique
un mouvement très inclusif, anticapitaliste, où voilà, qui est pas très aussi queer, je sais jamais le dire, on me l'a dit plein de fois, je sais, je suis une bébé queer de pas savoir dire ce mot, mais voilà, très LGBT, voilà, aussi qui se... du coup, bon, pour expliquer, le mouvement Sexpo, c'est plein d'ateliers ou de groupes autogérés ou quoi, qui proposent de vivre des expériences souvent de groupe autour de la sensualité et de la sexualité, mais avec un prérequis du consentement hyper important, genre avant de rentrer dans n'importe quel asso mouvement autogéré, t'as à peu près 6 heures, je pense que je rigole à peine, où tu fais vraiment des ateliers sur le consentement, parce que vraiment il y a voilà, cette réflexion sur le consentement hyper présente, de pouvoir vraiment dire un non et de se dire que dans nos cultures sexuelles, on sait pas si bien dire non que ça, quoi. Enfin, que le non, c'est quelque chose, même si on se dit évidemment tu as le droit de dire non à n'importe quel moment, c'est quelque chose qui s'apprend, même dans la vie. C'est pas si facile de dire non à, je sais pas, à un événement qu'on nous propose, une soirée ou quoi. Et dans la sexualité, c'est pareil, et que potentiellement on peut finir par ne pas toujours être hyper connecté à soi et ne pas dire des noms quand on en a envie, et peut-être même ne pas complètement se connecter à son envie et savoir qu'on a envie de dire non, quoi. Donc il y a en fait le mouvement sexpositif a un côté très engagé dans l'éducation sexuelle et l'apprentissage au consentement, mais après il y a tout ce côté en plus qui m'intéresse sur en fait des formes de sexualité de groupe, puisque du coup plein d'ateliers créés avec une réflexion très réinventer sa sexualité. Et je pense que j'avais déjà pu en parler dans des exemples en mode tu peux autant faire un atelier où t'es des bonobos et tu manges des bananes et je sais pas, tu viens de frotter les uns aux autres et tu fais je sais pas, voilà, et potentiellement il y a de la sexualité, ou un atelier ASMR où tu te brosses les cheveux pendant 1 heure, ou ce qui est assez connu à Paris, c'est le liquid love, où t'es genre, je sais pas, sur une énorme bâche avec de l'huile, et du coup, tu sais, genre là, c'est sans sexualité, c'est, en tout cas, c'est avec sensualité, ça peut être à la limite de la sexualité, mais il n'y a pas de pénétration ou acte sexuel très, voilà, explicite, mais où t'es nu, et puis je sais pas, tu peux te toucher les uns les autres et tout, donc voilà, plein de possibilités. Et moi, ça m'a toujours bien intéressée, mais du coup, j'ai essayé de faire plus de recherches. Mais le problème, en fait, c'est mon même problème il y a 1 an que maintenant, donc c'est un appel. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le mouvement Sexpo, s'il vous plaît, invitez-moi. Parce qu'en fait, c'est vraiment des mouvements hyper alternatifs, autogérés, très confidentiels, et que du coup, en fait, pour aller dedans, il faut être genre... enfin, un peu invité, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu... C'est un peu les francs-maçons. Ouais. Bah, en tout Les cas, il y a ce francs-maçons côté du très... Les francs-maçons. Ouais. Bah, j'ai l'impression que les portes d'entrée, c'est où ce que moi j'ai vécu, ça a l'air d'être le cas d'une porte d'entrée, mais j'ai pas été à cette porte d'entrée, mais c'est commencer par le BDSM ou le libertinage et après découvrir ce milieu-là. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi mon histoire s'est plantée là, pourquoi on n'est pas arrivé jusqu'à la case Sexpo, mais ok. Ou, et ça, c'est pas des milieux que je fréquente, être vraiment dans des trucs hyper alternatifs de gauche, genre, je sais pas, des endroits vraiment autogérés, sans argent, des lieux alternatifs, des tiers-lieux, voilà, et que potentiellement ça c'est aussi une porte d'entrée parce qu'il y a quelque chose qui se rejoint dans les valeurs, quoi. Voilà, et du coup je suis là, mais et après en plus je suis là, mais est-ce que c'est pas un peu quand même too much, genre trop hippie pour moi, mais quel est cet entre-deux? Parce qu'en fait, entre des clubs libertins et quelque chose que pour l'instant j'ai vécu quand même d'assez consumériste, même si j'ai pu vivre des choses très belles et que je regrette pas mes expériences, mais voilà, vouloir un peu s'en sortir, et j'ai l'impression que l'autre possibilité c'est ce mouvement Sexpo, mais hyper confidentiel, voilà, hyper engagé mais secret, et comment on y rentre et tout. Et du coup, je suis un peu là, bon, qu'est-ce qu'on crée, quoi. Tout n'est pas encore créé, ou en tout cas, je pense que ce que j'avais fait qui m'a le plus plu,
dans mes expériences libertines, j'en ai déjà parlé, mais c'était la sex party parce que c'était chez quelqu'un et avec ce côté un peu groupe où potentiellement les gens se connaissaient déjà et je pense que pour certains ils font des soirées de temps en temps ensemble et du coup t'as ce truc un peu cool que j'aimerais bien de communauté où en fait tu te retrouves fois après fois quoi. Ce qui était un peu moins au final dans mes envies, c'est que par ailleurs c'était une manière de vivre sa sexualité assez hétéronormative et qui répondait assez à des schémas classiques dont sort complètement le mouvement sexe positif quoi. Donc voilà, est-ce que je dois créer mon mouvement sexe positif? C'est l'autre question. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, ah oui, ça, par rapport notamment au libertinage, même si pas de shame sur le libertinage, c'est que on sort aussi les clubs libertins et les bars de liberté dans lesquels j'ai été. Déjà, c'est très bon hétéronormé et il y a quelque chose dans le côté marchand où les meufs payent moins cher que les mecs, où il y a quand même ce jeu d'offre et de la demande marchand où les meufs sont plus recherchés et voilà les mecs moins, il faut créer de l'équilibre et du coup voilà ce truc se crée quand même dès l'entrée, même si par ailleurs après niveau consentement c'est super safe parce que les gens quand c'est des bons établissements veillent de ouf à ce que personne ne fasse un pas de côté, mais dans l'idéologie de base, il y a quand même quelque chose qui voilà reproduit quelque chose de très marchand, là où le milieu sexe positif dans tout son engagement est très tout est à libre, enfin peut-être pas tout, mais à prix libre et conscient, avec une vraie réflexion d'inclusivité de personnes, quel que soit leur genre, qu'elles soient valides ou non, enfin voilà, dans quelque chose que je trouve aussi très chouette là-dedans. Donc voilà, bon, je me disais que potentiellement quand j'ai fait les recherches que j'aurais, je sais pas, des noms de trucs de collectifs sexpo à vous donner, une liste, une manière d'y rentrer, une méthode, mais j'en reste toujours un peu au stade de j'ai bien envie, comme il y a un an, mais pas si facile de rentrer dedans et aussi encore plus difficile quand on n'est pas à Paris parce que j'ai un peu l'impression que quand même c'est trop minoritaire pour que ça sorte des capitales et que potentiellement si j'avais été dans la scène par exemple BDSM à Paris, j'aurais pu avoir le lien entre les deux, mais en habitant à Lille vraiment j'ai l'impression que ça n'existe pas quoi. Il y a des trucs un peu genre je sais pas du tantra, ça existe, d'autres formes de sexualité qui sortent, bah le BDSM c'est très présent et tout, mais ce mouvement sexpo les moins quoi. Et petite recommandation, mais je suis à la moitié et en vrai je trouvais ça assez cool dans cet épisode de Pillow Talks. À la fin il y a une des participantes qui parle de Short Bus, qui est un film de 2006 qui se passe à New York et qui parle de personnes qui évoluent dans un club que je pensais être libertin mais qui en fait est plus sexpo que libertin, enfin c'est un peu un mélange parce qu'il y a ce côté très communautaire, très queer et en même temps les scènes de sexe qu'on voit sont assez normées quoi, donc bon c'est un peu un mélange entre les deux, mais je trouve ça intéressant, c'est une vision qui est assez rare je pense et intéressante et un film qui est cool, j'en suis à la moitié pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut créer comme communauté aussi autour de tout ça quoi, et je trouve ça chouette cette réflexion communautaire sur mes envies de sexualité de groupe. Voilà. Bon, c'est vraiment quelque chose qui me concerne très personnellement, donc je pense que vous n'avez pas des anecdotes en écho à tout ce que je raconte. Mais personne qui nous écoutez, voilà, si vous voulez m'introduire, c'est un appel. Je suis vraiment prête à intégrer ce milieu secret. Elle a créé un podcast juste pour pouvoir faire ça, que en je fait. tiens, C'est la stratégie. que j'anime depuis 1 an, juste pour un jour pouvoir rentrer dans le milieu sexe positif. Voilà, c'est mon. C'est juste une question de C'est CV mon en fait. Ah ouais. Non mais. Bah, j'ai quand même noté, en fait, j'ai noté Liquid Love Paris, qui, j'ai l'impression, a été une porte d'entrée pour pas mal des participantes, qui a l'air d'être un peu la porte d'entrée mainstream, entre guillemets, du monde sexpo parisien et donc potentiellement français. Donc, je me dis, peut-être que ça, c'est une bonne porte d'entrée. Après, le problème, c'est que oui, vu que c'est des petits groupes aussi, ils se créent, ils se défont. Donc, ce qui était vrai il y a 3 ans quand la vidéo a existé est plus forcément vrai maintenant dans les groupes qui existent. J'avais aussi noté, et je les suis maintenant sur Facebook,
Facebook parce que tout se passe sur Facebook, ça me fume. Où est Facebook, c'est quand même un peu, je n'y vais plus jamais, mais bon, pourquoi pas. Qui s'appelle la Licornerie et qui est aussi en région parisienne, quoi. Après, je pense l'enjeu, c'est aussi trouver des lieux, enfin, créer des groupes et dans cet enjeu de communauté, je pense qu'il y a quand même un truc où potentiellement, à un moment donné, c'est peut-être moins ouvert sur l'extérieur, quoi. On a trouvé sa petite communauté, enfin, j'en sais rien. Bon. Je vous ferai des updates Je sais pas, si parce que jamais j'arrive. S'il y a une idéologie derrière, enfin des idées Oui. revendiquées, il y a quand même, enfin je pense que l'intérêt c'est aussi de la diffuser, donc Oui, non, c'est vrai. C'est un peu paradoxal d'être que ce soit aussi dur de l'intégrer. Bah après, ouais, tu veux peut-être pas attirer les mauvaises personnes, donc tu veux qu'il y ait un tunnel de vente un peu. Ouais. Je pense qu'il y a un Enfin, entre-deux. Après, je pense que aussi le côté, mais ça c'est le côté petit milieu, enfin autogéré, très politique et tout, mais juste en mode, c'est des petits groupes, donc niveau pouvoir de frappe de communication, je pense qu'ils ont pas le temps de enfin je veux dire, c'est des gens qui sont en grande partie bénévoles, enfin qui font ça comme un hobby, enfin qui ont pas mal. En plus, il y a plein de responsabilités dans cette autogestion, ces règles de consentement, le fait d'être facilitateur, médiateur, de s'assurer que tout se passe bien et tout. Voilà, il n'y a pas des sites internet super léchés avec toutes les activités des groupes, quoi. Donc c'est vrai que niveau communication, c'est pas si simple de les trouver. Voilà. Mais ouais. Bon, du coup, je testerai. Ça reste dans mes objectifs, là, prioritaire de réussir à les trouver. Je vous ferai un retour. Et si j'ai un guide un jour de toutes les bonnes adresses, je vous les partagerai. Un peu chelou, après, je vais vous retrouver, auditeurs, auditrices, dans mes événements Sexpo. Mais écoutez, c'est pas grave. Très bien. Est-ce qu'on passe à notre dernière partie de ce podcast? Qui va raconter sa vie? Qui va raconter sa vie? Qui va raconter sa vie? Bah ouais, on est parti, hein. C'est à mon tour. Alors, Vas-y, Xan. du coup, moi, c'est un petit peu différent parce qu'à la base, quand j'ai voulu sélectionner mon sujet, j'avais deux trucs en tête. Un truc dont j'en reparlerai peut-être plus pendant le live sur le fait que c'est un truc que Lina a dit qui m'a fait drôlement rire, c'est que j'ai fini le game. J'ai atteint Fini le game des fantasmes. J'ai fini le game des fantasmes et que Il a tellement tout fait. J'en ai fait tellement que c'est dur d'en trouver de nouveaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le côté, tu rencontres quelqu'un de nouveau et tu dis, ah, avec cette personne-là, j'ai envie de partager ça, et donc c'est ça qui fait que de nouveaux fantasmes peuvent venir, non? Ouais, mais tu sais, t'as pas la nouveauté de la nouvelle chose à essayer. C'est l'essayer avec une nouvelle personne, mais c'est pas la nouvelle chose à essayer. Non mais Pourquoi Aurore, tu n'as pas le CV du BDSM de Xan. Moi, je le connais parce que Ouais. on s'en est parlé. Plus tout était marqué à un moment donné sur Fate Live. Je sais pas si c'est toujours de tout ce que tu avais fait, et c'était vraiment en mode. Et on en a pu en parler dans d'autres épisodes. C'est genre à peu près tout ce qui se fait dans le BDSM. C'est un pavé le truc. Non, mais j'imagine bien, mais je me dis peut-être que c'est un peu comme le sport, quoi. Si ton objectif c'est d'être number one, au bout d'un moment, le jour où t'es number one, bah tu fais quoi? Tu t'effondres. Alors que peut-être que si c'est un truc d'aller en, enfin, je dis pas que tu vas pas en profondeur, hein, mais que t'as tout fait en superficialité. non, je sais pas, mais je me dis que parfois c'est, je sais pas. Que ça. Non, mais Les parfois c'est ascensions. plus le dépassement de soi et le truc dans la durée et donc peut-être que parfois c'est de nouvelles personnes qui vont te dire c'est la dynamique entre nous deux qui m'intéresse dans ce jeu-là qui va faire que je vais fantasmer sur un truc. Après, il y a un vrai enjeu, mais je suis pute. Je pense qu'on pourra en parler en live, ça pourrait être un sujet intéressant, mais il y a un vrai enjeu dans vivre ces fantasmes dont on n'a pas parlé et que des personnes, notamment dans le BDSM, le libertinage, ou voilà, quand des gens qui ont vraiment des envies de sexualité et qui vivent leurs fantasmes explorent, c'est que il y a ce truc
truc dans le cerveau, enfin, et dans nous, que quand t'as fait un truc, après, t'es là en mode, ok, c'est ça la nouvelle normalité. Et du coup, potentiellement, après, tu veux faire un truc au-dessus, après au-dessus, après au-dessus. Il y a aussi un peu un truc de Mais où tu t'arrêtes, quoi. ça, genre, c'est une question de perspective. C'est pour ça que quand tu te mets des objectifs faut que c'est vertical ou horizontal. En fait, si tu as plus un truc de je veux rentrer en profondeur dans le sujet, tu te rends compte que c'est plus ou moins sans fin. Je pense que c'est une question de plus de perspective, de façon dont tu vois le truc que de vraiment c'est comme ça. Oui, mais il y a quand même ce truc, ouais, bon. J'ai l'impression de nouvelles normalités, quoi. Des choses qui pouvaient te paraître tellement transgressives et tellement ouf 3 mois avant, t'es là en mode, bah, c'est la base de ma sexualité. Et du coup, tu repars de là comme le nouveau point zéro. Et à un moment donné, t'es là en mode, ben, on peut pas avoir des points zéro à l'infini, quoi. Mais de toute Mais donc manière. c'est parce que finalement, ce qui Oui. te fait fantasmer, c'est plutôt la nouveauté que la chose en elle-même. Alors, C'est dans vrai ce que cas-là. ça peut révéler, et ce qui potentiellement est ton cas, Xan, en partie, c'est que d'avoir des personnalités d'expérimentation, potentiellement, si t'as fait plein de choses dans le BDSM, c'est que t'aimes bien expérimenter plein de choses différentes, et que du coup, il y a un truc à un moment, t'es là en mode, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la nouvelle nouveauté, quoi? Mais du coup, Et c'est après, pas du tout mon sujet du vas-y, jour. oui, on le laissera. Vous écouterez le live. Voilà, exactement. Ça, là. On a commencé la discussion et maintenant on va finir sur ta vraie rubrique. Ma vraie rubrique. Alors du coup, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec une amie, parce que je bassine tout le monde avec ça en ce moment. Mais depuis, alors là où on tourne l'épisode, ça fait 4 semaines que j'ai décidé de changer, complètement, de me prendre en main et de complètement changer, de faire un régime, faire du sport, un peu tout. Et moi, ce que je voulais parler un petit peu, donc, Et, tu fais du sport. Parce que Oui, il y a eu vraiment une running joke là pendant des mois où tu disais je me suis inscrit à la salle de sport et je n'y vais pas. Alors, je me suis pas inscrit à la salle de sport, j'ai ramené la salle de sport à la maison. Chez toi. Et du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire du sport chez moi. Cette Là, je le fais. cette envie a été enfin réalisée et les fidèles du Bisoudrame savent Ceux que qui nous c'est. écoutent depuis longtemps savent que ça fait un bail que je dois le faire, et que là, maintenant que j'ai acheté tout mon matériel, je le fais tous les jours, et je fais 1 heure et des brouettes de sport par jour. Donc, grosse transformation physique. Grosse transformation physique. Et du coup, justement, moi, ce que je voulais parler un peu aujourd'hui, c'est d'un fantasme qu'on a sur soi-même. Et un peu, moi, ce que j'ai un petit peu réalisé, c'est, j'en discutais un petit peu de mes objectifs, où est-ce que je vais en arriver physiquement avec justement cette transformation. Et je me dis, en fait, j'ai quand même un fantasme de mon propre corps idéal, et de comment est-ce que tu t'imagines personnellement, quelle serait la meilleure forme que tu pourrais avoir personnellement. Et ça, c'est un truc auquel j'avais jamais vraiment pensé avant. Et là, de me recentrer sur moi, de refaire du travail sur moi-même, et de me reprendre en main, et de me remettre en forme, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup depuis. Et d'où est-ce que je viens à la base, parce que je vais dire les chiffres, hein, mais il y a encore 4 semaines, je faisais 120 kilos, et j'étais en obésité type 2, et aujourd'hui, donc 4 semaines après, aujourd'hui, je fais 107 kilos. Donc j'ai perdu une dizaine de kilos en 4 semaines, et plus je me vois dans le miroir progresser, plus je me dis que je me rapproche de comment est-ce que je voudrais être, et plus je me sens mieux dans ma peau. Et c'est vrai que cette idée de fantasme de mon corps idéal, que je me suis, maintenant, ça y est, je me le suis imaginé cet été avec les tablettes de chocolat et les gros biceps. Cet été. Vu comment je suis parti, il me reste encore 17 kilos à perdre. Si j'en ai perdu 13 en 4 semaines, et avec tout le sport que j'avale, il y a moyen que pour cet été je sois bon, hein. Mais on va tout faire pour, en tout cas. Mais clairement, c'est une image maintenant qui me quitte plus la tête, et que c'est mon objectif. Et je me dis que si j'arrive à atteindre cet objectif, parce qu'il est complètement idéalisé, parce que est-ce que j'ai le corps, par exemple, pour avoir des tablettes de chocolat, parce que tout le monde a pas le corps qu'il faut pour avoir des tablettes. Est-ce que je vais avoir des gros biceps, est-ce que machin. Je me dis, est-ce que si je l'atteins pas, est-ce que c'est quelque chose qui va me pousser quand même à continuer, ou au contraire, est-ce que si je l'atteins, est-ce que je risque pas de lâcher le truc et de me dire, voilà, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, c'est terminé, mon fantasme est rempli. À quoi ça sert de continuer? J'ai eu la meilleure Après, le version. problème, c'est que les
C'est ça. Même si on peut toujours s'améliorer, mais c'est un peu ça. Voilà, j'ai atteint la Mais- meilleure version de moi-même. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Mais le problème, c'est que je crois que à moins d'avoir une morphologie assez particulière, être bien musclé, ça s'entretient, non? Oui, Parce que c'est le problème, c'est ça, c'est que c'est pas une sculpture où tu tailles et après hop, c'est bon, je suis taillé. Et Ouais. ça donne rien faire. C'est que c'est ça. Mais tu sais, quand C'est que ça se- quand t'as atteint ton truc et tu te dis, bah bon, bah maintenant c'est bon, hop, et après tu te relaisses aller, tu sais. Et c'est là que ça repart et après il faut recommencer. Bah, surtout que là, j'imagine que t'as une pratique du sport qui est devenue très intense, qui ressemble pas du tout à ce que tu faisais avant. Est-ce que dans la durée, c'est facile de tenir? Bah, C'est pas- c'est c'est- ça, parce que là, la première fois que je me suis mis au sport, mon corps, il m'a dit merde très vite. Il était pas trop d'accord avec cette information. Mais c'est vrai que là, on se réhabituant. En vrai, maintenant que je me suis réhabitué au sport, je pourrais pas faire ma séance de sport dans la journée. J'en serais pas bien. Genre, je sais que des fois, je la fais le matin. Si je la fais pas le matin, dès que par exemple, quand je rentre chez moi du travail, il faut que je monte sur mon vélo, il faut que je fasse mon sport, il faut que je fasse ma séance. J'en suis devenu accro super vite parce que ça fait un bien fou. Et je pense que même si j'atteins mon objectif, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est que même si j'atteins mon objectif, je vais continuer parce que j'ai tellement ce sentiment d'être mieux dans ma peau, mieux dans mon corps que pour moi c'est même pas réfléchir, c'est que je continue en fait. Ah ben, de toute manière, ça c'est une bonne chose pour continuer quelque chose, c'est que ça nous plaise, enfin que le processus nous plaise. Et c'est vrai que plot twist, incroyable, le sport, ça fait du bien à l'esprit. Après, on peut créer des addictions au sport comme on peut créer des addictions à tout, et ça peut avoir des limites, mais c'est chouette. Après, moi j'ai l'impression qu'un problème avec le fantasme de son corps, c'est que le corps par ailleurs, il change quand même toujours parce que il y a toujours quelque chose qui va changer. Potentiellement, t'as tes tablettes de chocolat, mais après tu vois un cheveu blanc ou une ride. Enfin, il y a un truc en mode, en fait, de fait, notre corps, il change, il évolue, il vieillit. Enfin, il se passe plein de choses dans nos vies par rapport à nos corps. Et je suis là, est-ce qu'il y a un moment donné où t'es vraiment en mode, là c'est bon? Et même si t'es là en mode, là c'est bon, c'est genre un peu illusoire parce qu'il y a forcément un moment où ça va rechanger et qu'il y a une réflexion aussi d'être un peu dans le maintenant en mode avec le corps que j'ai maintenant, genre est-ce que quand même ça va ou quel est un peu l'équilibre ou l'échelle pour que ça aille, surtout que son rapport à son corps, on en a parlé dans un autre épisode aussi, mais ça joue sur plein de choses et aussi sur l'estime de soi, la sexualité et tout, mais avoir une vision Clairement. trop fantasmée de son corps, potentiellement ça peut aussi se détacher amener de à des excès, À des justement, dérives. ouais, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est tout ce qui va être, alors je sais pas le terme français, mais la body dysmorphia, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans les c'est comment on dit? La dysmorphophobie. Dysmorphie. Non. Dysmorphophobie. Oui, dysmorphophobie, c'est du coup pas voir son corps comme il est vraiment. Genre moi j'ai l'impression d'avoir toujours le même poids depuis mes 20 ans alors que j'ai pris je sais pas 10 Je 20 crois que la kilos. dysmorphophobie, c'est pas qu'on voit pas son corps comme il. Attends, Ah oui. Il y a ne pas voir son corps Il y a comme les il deux. est vraiment et voir son corps comme il est mais ne pas le supporter. Ouais. Bon. Je sais plus. Je crois que je sais c'est pas le lequel. deuxième, ouais. On vous Mais justement, on bah, ça a corrigera été, En note. j'ai eu le même cas, le même cas que toi, justement. Et le fait de se dire, bah non, c'est bon, j'ai pas pris, ça va, je fais encore mon poids. Et c'est ça qui m'a fait mon gros déclic, c'est que j'ai eu une visite médicale, pour mon boulot et j'ai dû me peser et j'avais pas de balance chez moi. Maintenant, j'en ai une. Et quand je me suis pesé, que j'ai vu le poids affiché, bah, ça m'a fait un électrochoc qui m'a dit maintenant c'est mort, faut que j'arrête, faut que je me remette, faut que je me reprenne en main. Et franchement, je crois que c'était quoi, 3-4 jours après, c'est bon, j'étais décidé, je m'étais renseigné sur un régime qui me va très bien. J'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles avant de me lancer dans mon régime parce que bon, je voulais pas faire une connerie non plus avec mon corps comme j'avais pu faire, j'en avais parlé dans un autre épisode Oui, justement. dans l'épisode sur le corps. Sur l'épisode sur le corps où j'avais fait un régime n'importe comment où je bouffais une pomme et un plat de pâtes tous les 3 jours, là je voulais faire les choses bien et
Et ce gros déclic m'a fait vraiment je me suis littéralement senti comme une merde ce jour-là quand je suis descendu de la balance et que j'ai eu 120 kilos. J'étais ouais, non, ça va pas, faut que je change. Et là, de revoir, je me pèse tous les matins, c'est devenu mon rituel du matin. Je fume ma cigarette, je vais me peser avant de prendre mon café et voir le poids descendre. Bah, à chaque fois que je le vois descendre, j'ai un soupir de ça va mieux. C'est un petit peu moins du c'est une comparaison bête débile, mais c'est un peu de poids sur mes épaules. On va dire un peu ça comme ça. Bah après, je vais peut-être faire de la psychologie de comptoir, quoi, mais le déclic, il est négatif dans le sens où tu t'es senti comme une merde, mais après, le fantasme que tu as de ton corps rêvé et qui est en plus un objectif atteignable, c'est un moyen aussi de te réapproprier ton propre corps, quoi. Enfin, ça fait partie du processus. Et du coup, le fantasme, là, il a une utilité en lui-même, quoi. Clairement. Mais sauf si est-ce que tu as eu une image très précise en tête ou c'est plutôt je sais pas, sur une sensation de comment t'aimerais te sentir C'est plutôt une idéalisation d'une image de comment je voudrais être, en fait. Et si parce que ça se trouve, tu vas pas ressembler exactement à celle-ci. Peut-être que tu auras un corps magnifique, mais ce sera pas celui que tu avais. Comment ça se passe ? Justement, tu sais pas. C'est le questionnement que je me pose. C'est comment je vais me sentir si c'est pas comme je l'ai imaginé. Et ce qui sera sûrement pas, parce que quand on s'idéalise complètement, c'est limite illusoire, mais c'est le même mot. Mais c'est au mieux du mieux, et on prend des images. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais je fais les entraînements de Thibaut InShape. Quand je vois un petit peu le corps qu'il a, c'est plutôt vers ça que je veux avancer. Et lui, il est vraiment, il a vraiment une musculature qui est très difficile. Et puis aussi. Et puis aussi, il y a un truc c'est vraiment son métier, quoi. Enfin, il y a un truc en mode, c'est son image, c'est son métier. En mode, il fait que ça, et enfin, il fait plein de choses, mais il y a un truc c'est aussi pas atteignable pour des gens qui ont un métier, d'autres choses à faire dans leur vie. Enfin, après, à moins que ce soit ton hobby, hein. Il y a des gens, le sport et le fitness et la musculature, c'est leur hobby, et ils ont des passions, très très grandes qui régissent leur vie. Comme des gens, c'est aller dans des trucs sexpo ou les animer tous les soirs. Enfin, chacun ses hobbies, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un hobby à part entière, quoi, d'avoir une musculature telle. Mais peut-être pas non plus à ce point-là, parce que vraiment, c'est baraque de chez baraque. Hein, là, c'est un petit peu too much pour moi. Mais là, je vous renvoie à l'épisode. Je vous renvoie à l'épisode sur le corps, enfin les complexes dont on a parlé, enfin qu'on a fait en octobre, et que je mettrai aussi en barre d'infos, parce qu'on a beaucoup parlé du poids et vraiment, et de l'image du corps, et de quand même comment c'est difficile et comment on s'en ressort pas tous à avoir une image apaisée par rapport à notre corps, ce qui rend aussi, je trouve, ces envies de transformation ou de progression toujours un peu ambivalentes, parce que ça peut être chouette d'un côté, te rendre en meilleure santé, avoir plus confiance, le sport ça te fait du bien, enfin il y a plein de trucs trop cool, et en même temps ne pas partir dans des dérives de toute manière j'aurai jamais ce que je veux, et quand t'as un objectif tu veux celui d'après, et de faire enfin il y a plein de possibilités d'obsessions et de choses qui peuvent et l'équilibre à trouver, je le trouve vraiment pas facile, et surtout quand t'as pas 2 000 € par mois pour avoir un nutritionniste et un coach personnel et tout, parce que si nous, enfin c'est le truc des réseaux sociaux, et tu vois aussi beaucoup de gens riches qui ont vraiment l'argent de se faire accompagner par des gens qui leur permettent d'avoir un corps qui déjà potentiellement est pas exactement vrai avec les réseaux, mais qui en plus en fait il y a aussi plein de privilèges dans avoir un corps rêvé et répondre à ces fantasmes de soi, donc qui sont pas mais j'ai l'impression qu'en général dans le problème qu'il peut y avoir avec les fantasmes, c'est quand on fixe sur quelque chose de trop précis. Donc, par exemple une image de corps exacte, et j'ai l'impression que moi par exemple mon rapport à mon corps s'est beaucoup amélioré quand j'ai appris à ne plus fixer sur certaines zones, mais à regarder l'ensemble. Et je pense que ça peut être pareil pour tous les fantasmes. Pour le fantasme du partenaire idéal, peut-être que quand tu es trop fixé sur
des qualités ou je sais pas moi un hobby que la personne doit avoir, ça t'empêche de créer la rencontre et de voir l'autre. Ouais. Et peut-être que le plus important c'est plutôt un ressenti que des points et pareil peut-être quand tu fantasmes sur une expérience sexuelle, si tu t'imagines il faut qu'il y ait les bougies comme ça et les pétales comme ça et la peau d'ours comme ça, et ben si c'est une peau de zèbre ça n'ira pas, alors que peut-être que c'était très bien la peau de zèbre, donc mais j'ai l'impression je pense que oui, vas-y. Non, mais juste, en fait, c'est ce qui est important et c'est ce que tu as dit, Aurore. Tu l'as dit, c'est le ressenti aussi. Et parce que le fantasme, il nous fait nous sentir bien, normalement, il nous fait ressentir du plaisir. Et dans le passage à l'acte, par exemple, sur une expérience fantasmée, le principal pour moi, c'est pas tant de refaire à l'identique ce qui est dans mon fantasme, mais c'est de retrouver cette sensation-là et de bien-être et de plaisir que j'ai dans le fantasme en réalisant, même si c'est pas exactement pareil. Et du coup, par exemple, sur le corps et le sport, ça peut être de se dire je suis déjà un petit peu cette personne-là, quoi, même si je correspond pas exactement à ce que je suis en rêve, mais je me sens un peu comme ça et je me sens bien et je suis déjà un petit peu ce fantasme-là, quoi. Même si je finis jamais par reproduire l'image que j'ai en tête, je le suis un petit peu. Clairement, c'est un peu sensant. Je me sens mieux. Après, je reste. Il y a des trucs pour lesquels, comme je suis encore en perte de poids et tout, j'ai encore les complexes. Justement, j'en parlais beaucoup de mes complexes de poids pendant l'épisode sur les complexes. Et c'est encore quelque chose qui me bloque, malgré que j'ai un pote, il m'a fait une blague la dernière fois. Il m'a dit, putain, il manque un demi-Xandran. Mais il y a des moments où je me vois dans le miroir et je me dis, j'ai encore du ventre, j'ai encore du machin, il faut encore que je perde. Mais je sens quand même, quand je me regarde pas dans un miroir, je me sens mieux dans ma peau. Non, mais je pense que c'est vraiment un beau fil rouge de cet épisode, c'est que derrière le fantasme, il y a une envie, et c'est cool de répondre à cette envie, parce que l'envie, elle dit quelque chose de soi, mais c'est comme derrière beaucoup de choses, il y a une envie de quelque chose, derrière la jalousie, il y a une envie, derrière, enfin bref. Et du coup, répondre à cette envie, c'est cool. Mais je suis d'accord avec le fait de se focus, et on a déjà parlé plein de fois aussi dans ce podcast, mais sur le plaisir, sur le ressenti, sur ce qu'on éprouve, en sachant que la réalisation d'un fantasme n'est pas le fantasme, et c'est pas grave. Le fantasme, il sert à déterrer, enfin, à creuser, à trouver, déterrer, c'est moche. Trouver une envie. Et après, de trouver une manière chouette qui est pérenne et joyeuse de la vivre, de la réaliser, et qu'après voilà, ce qui compte c'est d'y trouver du plaisir, et d'y trouver du plaisir pendant le long. Et c'est vrai que ce qui est chouette là, par exemple, c'est trouver du plaisir d'en faire du sport, quoi. Par exemple, c'est genre en mode parce que enfin, je veux dire, si répondre à son fantasme, c'est parce que ça aussi, je pense que on peut être attaché à un fantasme sexuel comme autre, à tel point qu'on fait quelque chose qui en fait ne nous procure pas du tout de plaisir, ou qui n'améliore pas du tout notre ressenti, mais on est là en mode non, mais bon, maintenant c'était dans ma tête, je le réalise coûte que coûte, j'en sais rien, enfin. Donc c'est chouette de se reconnecter à soi et à ce qu'on ressent. Sur ces belles paroles, alors je vous propose une chose, du coup, ce fil rouge qui se remplit, arrête un autre fil rouge, parce que du coup, maintenant que ça va mieux mentalement, j'ai plus besoin d'aller chez le psy. Non, alors tu as toujours besoin d'aller chez le psy, tu as aussi besoin de voir un médecin, t'as besoin de faire plein de choses. Xan, je ne laisserai pas ça passer. Du sport ne résout pas tout, même si c'est super le sport. Ah si, allez voir tous des psys, parce que ça permet de creuser les envies. Ça permet de creuser les envies et de les vivre de la manière la plus chouette pour soi. Voilà, je n'arrêterai jamais cette propagande de psy. Vous ne me stopperez jamais. Je vous propose qu'on en finisse là de cet épisode. Voilà, le métafil rouge. Ouais, il y a des métafils rouges au bout de 2 saisons du Bisoudrome. Et la psy en fait partie. Merci de nous avoir écoutés. C'était intéressant. C'est parti dans tous les sens, mais je suis contente de ça. Je suis contente de trouver un fil rouge. Peut-être qu'on devrait continuer à faire ça, un peu de se dire en conclusion, ou de voir quel est à chaque fois le fil rouge qu'on crée. Surtout que j'ai l'impression que, par exemple, la dernière fois, le fil rouge, c'était dans la drague. On a parlé des lieux de rencontre, et après, on l'a utilisé pour le live. Donc, en fait, là, vous êtes avec nous. Je suis en train de faire une réunion de service, donc
le bisoudrome, donc on va arrêter, mais vous faites partie de, de notre processus de création. Vous pouvez aussi nous aider à trouver nos fils rouges si on les trouve pas pour nous aider à créer nos lives, bref. Donc, en parlant de live, on se retrouve, vous, quand vous écoutez cet épisode, dans approximativement une semaine, il y a un live, donc n'hésitez pas à vérifier dans la description du podcast que c'est pas déjà indiqué ou à regarder sur notre Insta. Normalement, quand cet épisode sort, vous savez. Enfin, on sait, vous savez, quand le live a lieu. Donc, n'hésitez pas à venir pour continuer cette discussion avec nous, et notamment là sur ce fil rouge qu'on commence à tirer. On verra comment le transformer pour en faire des chouettes discussions de live. Voilà, d'ici là, suivez-nous sur Insta, le bisoudrome. Lovela n'est pas là, mais elle a aussi un Insta personnel. Et moi aussi, Lélina, j'ai un Insta personnel si vous voulez nous dire des mots doux. T'as un Insta ? Ah, t'en as un ? Ouais, bah du coup, justement, pour ceux qui veulent suivre ma progression, toutes les 2 semaines, je mets une update du coup sur mon régime et sur mon sport. Ah ouais. Mais j'en savais rien. Ok, bah on mettra et donc, ça ils peuvent aussi. me suivre, bah du coup, c'est mon pseudo et tu mets le 59 juste après et tu retrouves mon Insta avec mes updates tous les 2 semaines. Ben, écoutez, maintenant, du coup, nouveauté de cet épisode, vous pouvez aussi parler à Xan. Donc, si vous voulez dire des mots doux à Xan, à moi, à Lovela, aux autres, sur le compte du bisoudrome, c'est possible aussi. Voilà, Tomelk qui arrive dans l'équipe. Voilà, si vous voulez dire tout le bien que vous en pensez, vous pouvez le faire aussi sur le compte du bisoudrome. On relaie les messages aux personnes concernées. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des retours. Pour le live, si vous avez des commentaires à faire sur l'épisode, aussi vous pouvez nous faire des vocaux et il y a moyen qu'on les passe pendant le live. Comme ça, même si vous venez pas pendant le live, vous pouvez aussi à l'avance participer d'une certaine manière et nous répondre et qu'on intègre ces échanges pendant le live pour participer encore plus à nos conversations. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et puis si tous les lives ça vous intéresse pas, de toute manière, on se retrouve tous les mois, le premier mercredi du mois, pour l'épisode voilà, classique, le format classique, ça ne change pas. Donc voilà, à bientôt et Des bisous.